Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Et si vous avez vu mon petit short concernant cette vidéo que j'avais fait et que finalement je n'ai pas diffusé parce que les choses sont allées très vite. Je veux parler évidemment de ce qui est en train de se passer et que certains médias essaient de temporiser, même s'ils ont mis le temps à réagir. Je veux parler évidemment de Silicon Valley Bank. Vous en avez entendu parler, cette fameuse banque de Californie qui a finalement fait faillite. Fait faillite est un bien grand mot dans le sens où il se trouve que la semaine dernière, ou tout au moins une semaine avant je crois, c'était il y a un peu plus d'une semaine, cette banque a annoncé qu'elle allait faire une opération pour augmenter sa capacité financière. C'était une façon pour elle de résumer la situation, bonne situation, auprès des actionnaires. Sauf que, il semblerait, j'ai dit bien il semblerait, qu'il y a eu une fuite. Une fuite qui, en réalité, contredisait l'opération qu'était en train de faire cette banque, et que tout d'un coup, au moment où elle a fait cette opération, il y a eu des désistements de masse de la part de certains actionnaires. C'est-à-dire que des actions ont été mises en vente par un grand nombre de gens, un grand nombre d'actionnaires de cette banque. Ce qui, évidemment, quand vous avez tout d'un coup une opération de vente de masse d'actions d'une société, ça veut dire que la société, il y a quand même un gros problème. Et le gros problème, c'est évidemment ce que parfois certaines banques tentent d'éponger, c'est-à-dire qu'elle était dans le rouge. Ce qui devait arriver arriva, la banque a commencé à s'effondrer, et c'est alors que le régulateur californien, non pas la Fed ni le régulateur fédéral, mais le régulateur californien, a décidé tout simplement de fermer, c'est-à-dire en rachetant la société et fermer la société, et ensuite transférer les comptes courants de cette banque, puisqu'on a appris que la plupart des comptes qui étaient la plupart des comptes étaient garantis jusqu'à 250 000 $. Malheureusement, le mal est fait. Le mal est fait tout simplement parce que cette banque est quand même la 16e banque importante aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est une banque qui gère les actifs financiers d'un certain nombre de sociétés. Parmi elles, vous avez par exemple Roku. Roku, vous connaissez peut-être, c'est une société de médias numériques qui possède également son service streaming, détenait environ 26% de ses liquidités dans cette banque. Alors je rappelle, c'est-à-dire que les comptes jusqu'à 250 000 $ sont garantis. D'ailleurs, tous les comptes de Silicon Valley Bank ont été transférés dans un organisme d'État au niveau californien. Mais toutes ces sociétés qui ont des millions, voire des milliards de dollars dans cette banque, ça va être compliqué. Roku détenait environ 487 millions de dollars chez Silicon Valley Bank, ce qui représente environ 26% de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de la société ce vendredi, selon un dépôt de titres de les 1,4 milliard de dollars restants en espèces étant répartis dans d'autres institutions financières, à noter la société. C'est-à-dire que Roku confirme bien ce que, en règle générale, lorsque vous gagnez beaucoup d'argent, la première chose qu'un bon banquier va vous conseiller, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Roblox, connaissez Roblox si vous êtes un gamer, corporation qui détenait 5% de ces 3 milliards de dollars en espèces à la banque, selon un dossier, bien que la société des jeux vidéo ait déclaré que l'effondrement de SVB n'aura aucun impact sur ses opérations quotidiennes. Vous avez la société cryptographique Circle, qui elle aussi a tweeté vendredi soir qu'elle détenait 3,3 milliards de dollars auprès de la banque, ajoutant que le reste de ces 40 milliards de dollars en espèces était détenu ailleurs. BlockFi, la plateforme d'échange de crypto,
qui a déposé son bilan en novembre, avait inscrit 227 millions de dollars d'avoirs non assurés dans cette banque. Vous avez Rocket Lab USA, une entreprise de fabrication aérospatiale qui a déclaré dans un dossier qu'elle détenait 7,9%, soit 38 millions de dollars, dans la trésorerie de SVB. Vous avez Juniper Network, une société de matériel de réseautage qui a déclaré à SVB qu'elle détenait un solde de trésorerie minimal de moins de 1% de sa trésorerie totale, qui s'évaluait à 880 millions de dollars. Vous avez aussi les sociétés pharmaceutiques. Vous avez Protagonist Therapeutics, Sangamo Therapeutics, Eiger Biopharmaceuticals, je vais y arriver, ou Oncorus. Eux aussi, il y a peut-être des chances que, malheureusement, dans l'histoire, ils y perdent des plus. Alors évidemment, la réaction, c'est que l'indice Eurostock Bank, qui était sur le point de connaître sa pire journée depuis juin, en baisse de près de 4% à la clôture provisoire du marché, entraîne par une baisse d'environ 7% par la Deutsche Bank. Nous avons aussi Banco Sabadell, qui a chuté de 5%, la Société Générale de 4,7%, ING de 4,8%. La Silicon Valley Bank est fortement axée sur les entreprises en démarrage, c'est ce qu'on appelle les startups. La société âgée de 40 ans a été contrainte de vendre ses titres en incendie mercredi dernier. L'indice Eurostock Bank était sur le point de connaître sa pire journée, donc ça on a vu. Tout de suite, évidemment, tout le monde s'est porté vers Janet Yellen, qui est la secrétaire du Trésor, ex-présidente de la Fed, qui a commencé à dire que oui, ça peut être dangereux. Mais quand elle s'est présentée devant la commission, elle dit « Ne vous inquiétez pas, on gère la situation ». Eh bien oui, vous gérez la situation tout simplement parce que va falloir sortir de l'argent. Il va falloir sortir de l'argent pour éponger. Sauf que tout est fait actuellement, et même Biden, ne vous inquiétez pas, la situation est sauve. Sauf que il ne va pas falloir qu'un seul politicien américain pose la question, oui, mais avec quel argent? Non, parce que aujourd'hui, c'est Silicon Valley Bank. Apparemment, il y a une autre banque qui est aussi en difficulté. Il ne faudrait pas qu'il y ait un effet domino. Parce que s'il y a un effet domino, il est clair que le contribuable américain, il va dire, attendez, on ne va pas sauver ces banques. Vous avez, monsieur le maire, votre ministre de l'économie, qui vous rassure en vous disant, ne vous inquiétez pas, on gère, on tient à la situation. Oui, déjà la semaine dernière, vous avez des grandes banques telles que Wells Fargo d'ailleurs qui a eu quelques petits soucis de ses données numériques, Bank of America, JP Morgan, qui ont eu des pertes importantes. Ces pertes n'ont pas été rattrapées ce lundi à l'ouverture des marchés. Wall Street fait toujours la grise mine. Et évidemment, le CAC 40 en France, lui aussi, il a chuté. C'est-à-dire que sur les marchés, d'une manière globale, on voit bien que l'affaire de l'SVB a bien un impact. Alors, est-ce que c'est annonciateur d'un nouveau crack? Pour l'instant, c'est difficile à dire. Pour l'instant, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas d'éléments qui puissent démontrer qu'il va y avoir un effet boule de neige. Mais néanmoins, c'est bien la démonstration qu'une banque, même si c'est la 16e plus grosse banque aux États-Unis, qui se retrouve au tapis, a quand même des ramifications sur le plan du marché international. Ça rejoint ce qu'on vous disait depuis longtemps, c'est-à-dire que les leçons de 2008 n'ont jamais été apprises. On a essayé de renforcer, on a essayé de sécuriser, mais malheureusement le pouvoir aujourd'hui est en les mains de la finance. Souvenons-nous lorsque Hollande avait dit « mon ennemi c'est la finance ». 24 heures après, il est allé à la City pour... Non mais, ne vous inquiétez pas, c'est juste un propos politique, mais... Donc à partir du moment où la finance a le pouvoir,
qu'est-ce que vous voulez réguler? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Attention, maintenant, on ne va pas être gentil avec vous si vous faites des conneries. Les conneries, ils ont continué à les faire. Ils continuent à les faire pour maintenir, pas seulement les marchés, mais maintenir le système. Le système, en réalité, il n'échappe pas au principe du pic. Vous savez, le principe de la courbe. C'est-à-dire qu'en toute chose, en tout temps, il y a toujours une progression, et puis à un moment donné, vous arrivez au maximum de la capacité de profitabilité de votre système. À moins de changer les règles du jeu, à moins d'assouplir les règles du jeu, à moins d'asservir le système pour pouvoir continuer à augmenter, eh bien il y a un moment donné où vous allez en réalité redescendre. Eh bien aujourd'hui, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, le pic, on l'a atteint à partir de 2012. Et depuis 2012, on essaie de modifier les règles, on essaie d'assouplir les règles, on essaie de sauver la situation, on essaie de réaffirmer, mais d'affermir, les positions du système financier sur l'autorité, sur les autorités financières, locales, nationales et internationales. Sauf que ça ne tient qu'un temps. C'est-à-dire pendant plusieurs années, on a réussi à faire du bricolage qui dure pour pérenniser le système, en sachant que derrière, on mettait au point, on développait des nouvelles procédures, des nouvelles technologies. Sauf que le problème, c'est que ces technologies, elles se heurtent parfois à certaines lois, à certaines règles, à certains principes. Donc il va falloir faire sauter ces règles. Pour faire sauter ces règles aujourd'hui, il n'y a pas le choix. On est obligé d'occulter, on est obligé de faire disparaître, on est obligé de détruire la souveraineté nationale des pays, la souveraineté nationale des nations. Ainsi, une fois qu'il n'y a plus d'État-nation, la finance pourra faire ce qu'elle veut. Elle pourra même asservir les peuples. Je veux dire, si aujourd'hui vous avez un gros élan actuellement sur l'identité digitale, c'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a panique à bord. C'est parce qu'il va falloir accélérer le mouvement. C'est-à-dire qu'il va falloir accélérer les processus pour instaurer des chaos dans les sociétés, pour qu'après ça légitime l'autorité en collusion avec le système globaliste, pour imposer des lois liberticides. Donc vous voyez, si vous regardez bien dans la globalité, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des liens. Les manifestations qui sont actuellement organisées contre la réforme des retraites en France, je rappelle, le Sénat, c'est passé comme une lettre à la poste. Et là, vous avez actuellement le gouvernement qui est en train de rameuter les troupes à l'Assemblée nationale pour que, en catimini, dans 24, 48, 72 heures, la loi soit votée à l'unanimité. Et j'ai envie de dire, tous les gens là qui sont en train de manifester dans la rue. Alors ce qui est génial, c'est qu'on a réussi à combiner la manifestation contre la réforme des retraites avec les mouvements féministes. Oui, parce qu'on était sur les journées de la femme, etc. Donc là, actuellement, il y a des manifs sur les mouvements féministes, etc. C'est-à-dire que, en fait, vous mélangez tout. Vous combinez tout, le tout toujours bien cadré par des syndicats, cadré par des associations, cadré par des mouvements. Et pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, la loi va passer. Les médias font leur boulot de donner le micro à des syndicalistes qui disent oui, non, hors de question, le gouvernement va céder, etc. Mais non, il ne va pas céder. En fait, les syndicats sont en train de manipuler le peuple pour lui détourner l'attention de ce qui est en train de se passer dans les institutions. C'est-à-dire dans les institutions, la collusion totale pour que cette loi soit votée. Et une fois qu'il sera voté, on pourra toujours continuer à manifester, à bloquer les raffineries, etc. De toute façon, ça va emmerder qui? Est-ce que ça va emmerder le gouvernement? Est-ce que ça va emmerder toutes les élites parisiennes, politiciens, collusion, traîtres à la nation? Non, ça va emmerder vous.
Ça va emmerder l'artisan, ça va emmerder le prestataire, ça va emmerder... Donc cette affaire de Silicon Valley Bank, c'est peut-être un épiphénomène. Un épiphénomène avec ses ramifications. Mais le fait est que l'action même de l'État fédéral, en urgence, est bien la démonstration que le système financier aujourd'hui est extrêmement fragilisé. Et qu'il suffirait d'une pitchnet pour que tout d'un coup, tout le château de cartes s'effondre. Donc en effet, la semaine dernière, on a failli le pire. Puisque, justement, très rapidement, le régulateur californien a... Alors, on va utiliser le terme que les Américains détestent utiliser, qui est nationalisé. Ils ont nationalisé la SVB pour la fermer et ensuite transférer les comptes. Le temps qu'ils fassent ça, ça n'a pas empêché qu'il y a commencé à y avoir un bank run. Alors vous savez que un bank run, c'est pas qu'une banque. Ça peut être des gens comme vous, qui tout d'un coup se disent, attends, si jamais il y a un effet boule de neige, moi j'ai pas envie de perdre mon pognon. Alors, bien évidemment, je pense que parmi vous, il n'y a pas de millionnaires ni de milliardaires, et que même si votre banque venait à faire faillite, ne vous inquiétez pas, votre compte est assuré et garanti jusqu'à 70 000 €. Alors, je crois qu'en France, c'est peut-être 100 000 €, européen c'est 70 000 €, ou peut-être l'inverse, je ne sais plus. Mais au moins, voilà, au moins vous êtes sûr que si vous n'avez pas plus de 70 000 € sur votre compte, vous êtes garanti, vous êtes assuré de récupérer votre argent. Ce qui n'est pas le cas des gens qui... Parce que alors là... Et c'est d'ailleurs ce que toutes ces sociétés qui, comme je vous l'ai dit, fort heureusement, n'ont pas tout mis leurs œufs dans le même panier, aujourd'hui sont en train tout simplement de négocier avec l'État fédéral et l'État de Californie pour savoir combien ils vont pouvoir récupérer. Donc pour l'instant, c'est un épiphénomène. Alors un épiphénomène sur lequel, évidemment, des analystes, etc., sont en train de faire monter une montagne de panique, etc. Mais à l'heure actuelle, pour l'instant, je vous le dis, on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas quelles sont les ramifications, parce qu'on ne sait pas quelles sont les conséquences, on ne sait pas, en effet, jusqu'où la théorie des dominos risque de s'appliquer à cause de cet événement. Donc, soyons vigilants, voyons un peu cette semaine comment les marchés vont absorber le problème. Très sincèrement, je pense qu'il y a 80% de chances que les marchés, de toute façon, n'auront pas le choix de faire quelques concessions pour absorber le problème. Parce que sinon, ils se tirent une balle dans le pied. Hein. Pour l'instant, je dirais le positionnement des marchés aujourd'hui à l'international n'est pas prêt pour s'assurer lui-même une sécurité. Donc, à suivre, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Sachez qu'évidemment, je le répète et le dis toujours, le système financier international, de toute façon, est complètement vérolé, est complètement... c'est une bombe nucléaire, hein, ne nous le cachons pas. Sauf que, comme je vous le dis, ils essayent de faire modifier un petit peu les règles du jeu pour pouvoir pérenniser leur système et pouvoir cacher leurs pertes aussi. Sauf qu'en effet, il suffirait d'un autre événement comme celui de SVB, c'est-à-dire que dans les prochains jours, si une autre banque importante, je dis bien importante, fait faillite, là par contre, on peut peut-être commencer à s'inquiéter. Parce que clairement, disons-le bien, l'État fédéral ne pourra pas sauver tout le monde. Comme ce qu'il l'a fait d'ailleurs en 2008. En 2008, je rappelle, il y avait plusieurs grosses banques qui demandaient une aide. Sauf que l'État fédéral dit, ok, bon, nous on veut bien aider, mais par contre, pas toutes. Donc du coup, qu'est-ce qui a été sauvé? Ce qui a été sauvé, c'est JP Morgan, Goldman Sachs, et c'est tout. La Lehman Brothers, elle a été purement, simplement sacrifiée. Parce qu'il y avait d'autres sociétés aussi à aider. Par exemple, il y avait AIG. AIG, c'est la société d'assurance, dans son
principale activité. Car je vous rappelle, pour la petite histoire, en 1997, nous avons un monsieur qui s'appelle Bill Clinton, qui a signé un accord de dérégulation qui a permis, à l'échelle internationale, au niveau du système financier international, de pouvoir lancer les hostilités pour permettre à des sociétés dont ils étaient coincés de par leurs activités, c'est-à-dire, vous avez des banques de dépôt qui faisaient des banques de dépôt, vous aviez des banques d'investissement qui faisaient que de l'investissement, vous aviez des assurances qui faisaient que de l'assurance. À partir de 97, peut-être vous l'avez remarqué, tout d'un coup, vous avez des assurances qui se sont mis à faire de la banque. Vous avez des banques qui se sont mis à faire de l'assurance. Vous avez des banques de dépôt qui se sont mis à faire de l'investissement, des banques d'investissement qui se sont mis à faire de banques de dépôt. Donc évidemment, ça augmente les risques. Parce que le jour où il y a un PET, le PET, au lieu d'avoir lieu sur un secteur bien défini, comme tout le monde se met à faire de l'activité dans le même secteur, vous comprenez que c'est pour ça qu'en 2008, il y a eu des dégâts. Et c'est pour cette raison qu'à un moment donné, l'État fédéral a été obligé de mettre la main à la poche, tout comme Sarkozy, à son époque, avait mis aussi la main à la poche. Enfin, il a quand même vendu plusieurs centaines de tonnes d'or de la réserve nationale pour sauver les copains banquiers. La seule différence, c'est que l'État fédéral américain avait exigé de ces sociétés de rembourser ce qui leur avait été donné pour les aider, au cents près. Ce qui a été le cas en 2014, je crois. En 2014, la dernière société qui avait bénéficié de l'aide fédérale a remboursé l'intégralité de ce prêt. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, votre argent, votre patrimoine de réserve d'or nationale a été vendu par Sarkozy pour aider les banques. Et les banques n'avaient absolument aucun engagement à rembourser. Et donc, de fait de ce qui s'est passé en 2008, on a essayé de réguler. On a essayé de dire attention, maintenant, arrêtez les conneries. Sauf qu'ils n'ont pas arrêté les conneries. Au contraire, ils ont continué. Ils ont continué, pourquoi? Parce que c'est leur seul outil de survie. C'est le seul outil de survie de leur système. C'est le seul outil de survie de leur projet. Tout le moins de ce qu'ils contribuent au projet de mise en place d'un nouvel ordre mondial. Et oui, tout est lié. Donc, affaire à suivre. Avant de terminer cette vidéo, petite info. J'ai vu un accord historique qui a été signé pour remettre dans les 2 ou 3 mois prochains les bases de relations diplomatiques entre la Chine, l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Arabie Saoudite et l'Iran. Je rappelle quand même que ce sont des frères ennemis, ce sont des antagonismes. Donc le fait que la Chine ait réussi à faire revenir à la table de la diplomatie ces deux pays, je peux vous dire qu'il y en a un en Russie qui a le sourire. Mais la réponse a été très rapide. Très rapide parce qu'on vient d'apprendre que les États-Unis ont réussi à amener l'Inde qui fait partie des BRICS, je rappelle, l'Inde, avec le Japon et la Nouvelle-Zélande, dans un accord quadrilatéral de coordination, de coopération pacifique. C'est-à-dire qu'en gros, l'Inde vient de retourner sa veste. Alors je peux vous dire que les Chinois, ils vont certainement pas le digérer. Le fait de voir l'Inde finalement serrer la pogne à Washington, on est en droit de se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a dû y avoir un truc. Il y a eu une pression, il y a forcément eu quelque chose pour que l'Inde décide de retourner sa veste comme ça. D'autant plus que, en effet, il faut savoir que l'Inde aujourd'hui a une possibilité, une capacité de devenir tout aussi concurrentielle sur l'économie mondiale, sur le commerce mondial, face à la Chine. C'est-à-dire que quand même c'est un pays qui aujourd'hui a plus d'1 milliard d'habitants, qui a une démographie qui augmente, donc qui a besoin d'activité, qui a besoin de diversité, qui a besoin de diversification sur ses relations commerciales internationales. Or, en étant partenaire avec la Chine, ça peut être un frein.
Donc il y a de fortes chances qu'à mon avis, Washington a certainement fait des promesses de mettre au premier plan des relations commerciales entre les États-Unis et l'Inde, sous condition que l'Inde vienne à la table pour signer cet accord. Donc peut-être ce que la Chine a gagné en diplomatie avec deux pays majeurs du monde musulman, il l'a peut-être perdu avec l'Inde. Donc, est-ce que cet accord n'est pas un prémisse de certains changements de certaines doctrines? Ce qui voudrait dire que, avec ce qui est en train de se passer en Géorgie, à Tbilissi, les manifestations, oui, parce que, comme je le dis, on a l'impression de voir un Maïdan 2.0. Que dis-je? Un Maïdan peut-être 3.0, dans le sens où on n'est pas dupe sur ce qui s'est passé au Kazakhstan l'année dernière, qui était bien une tentative d'essayer de foutre le bordel. Sauf que là, on est sur la période... ce qui s'est passé au Kazakhstan, c'était pré-attaque ukrainienne. Là, on est dans la période post-attaque ukrainienne. Donc, on a vraiment l'impression qu'en Géorgie, les Occidentaux essayent de créer un deuxième front par rapport à l'Ossétie. Je rappelle, l'Ossétie du Nord, l'Ossétie du Sud, etc. Je vous ai expliqué ça dans une précédente vidéo. Donc, il y a de fortes chances que dans la stratégie, il y ait certaines personnes ou certains pays qui sont en train peut-être de changer leur fusil d'épaule. Mais pas forcément pour le bien de l'humanité. Donc observons, regardons, soyons attentifs aux détails, tant sur cette affaire de SVB que sur l'affaire de la géopolitique, parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup commencent à s'accorder à dire que l'Ukraine ne pourra jamais reconquérir la Crimée et le Donbass sans une intervention de l'OTAN. Là aussi, allez savoir. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, observez bien et portez-vous bien.